Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Club Mediaset, le club qui rassemble les journalistes, acteurs, analystes politiques et autres acteurs qui scrutent un tout petit peu l'horizon et je dirais même l'actualité nationale et internationale. Bienvenue donc à chacun et à tous. Nous démarrons cette émission par la revue de presse, la revue hebdomadaire. Ça va être avec Marcel Arrossi. Revue hebdo, merci à Marcel Arrossi pour cette belle présentation. On va migrer cette fois-ci sur l'actualité au plan national pour parler donc des faits marquants de cette semaine. On retient 3 sujets, mesdames et messieurs. Avant de vous les dérouler, voici le tapis sur lequel nous allons marcher. Sept jours au Bénin, mesdames, messieurs, nous allons scruter donc un tout petit peu ce qui a fait l'actualité pendant les 7 jours dans notre pays. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau 2 journalistes et puis un analyste politique. Prosper Vondienko, bonsoir et bienvenue sur votre plateau. Bonsoir Alain et bonsoir aux téléspectateurs de l'ORTB. Le plaisir pour moi de partager cette tribune avec vous. Merci. Alors, Koshimo Rumbadi, vous êtes journaliste également. Bonsoir et bienvenue. Alain, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Juste à côté de vous, nous avons Monsieur Sodinou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur le journaliste. Bonsoir les téléspectateurs de l'ORTB. Monsieur Augustin Sodinou, je reste avec vous. La première, analyse que nous allons faire, c'est celle-là qui consiste à voir un peu l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou. Est-ce que vous pensez que c'est une adoption sous tension? C'est un respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qu'au bout d'une certaine période, le président de l'institution devrait se présenter devant la plénière pour exposer des actions à l'interne qu'à l'externe qui constituent les activités menées par l'Assemblée nationale. Et pour cette fois-ci, pour ce qui a été adopté le 23 avril dernier, c'est les activités qui couvrent la période de octobre 2023 à 31 mars 2024. Et le peuple béninois est toujours caractérisé par des gens pacifiques. Et nous voyons un peu ce qui se passe au sein d'autres parlements, que ce soit en Afrique, que ce soit hors du continent africain, où parfois les débats sont tellement houleux jusqu'à ce qu'il arrive même qu'on voit des faits de violence. Ce que nous n'avons jamais enregistré chez nous. Et lorsque vous êtes quelque part où c'est le siège même de la politique, et donc les intérêts partisans faisant, il arrive que le ton est haussé, il arrive que les positions ne sont pas flexibles, et donc je ne voudrais pas parler le vote a été fait sous tension, mais je voudrais quand même dire que c'est tout à fait normal dans un parlement où il y a des intérêts partisans, c'est tout à fait normal que parfois ça devient chaud, surtout quand on aborde certaines questions sensibles où chacun a envie de tirer le drap de son côté. Ce que nous devons juste retenir, c'est que c'est du Bénin qu'il s'agit, que toutes les filles et tous les fils béninois puissent, dans une certaine mesure, trouver toujours le juste milieu. Monsieur Sodinou, on vous aura compris, je reviens vers vous tout à l'heure. Alors, Prosper Vondienko, vous pensez qu'il y a eu cette chaleur-là et que la tension était absente par la même occasion? Je ne veux pas parler de tension, mais je vais plutôt parler de sujet à polémique parce que, vous savez, on a vu l'Assemblée nationale entre 2019 et 2023. Donc, on n'avait pas eu droit à des débats en tant que tels parce que on avait 2 partis de la mouvance qui se représentaient au Parlement en ce temps. Donc, c'est normal que les débats reviennent parce que cette fois-ci, nous avons des opposants. Nous avons
en tout cas les tendances politiques qui se retrouvent désormais là. Et donc c'est normal qu'il y ait des débats. Moi, je ne prends pas ça comme des tensions, mais comme des débats, comme tout ce qui peut entourer un rapport d'activité d'une institution comme l'Assemblée nationale, où les moindres actions du président de l'Assemblée nationale ne sont pas forcément exposées. Il faut venir présenter un rapport qui contient maintenant les activités sur une période donnée. Le président a le droit de faire certaines activités, d'aller et de venir rendre compte aux députés. Et c'est d'ailleurs ça le rapport sur une période qui va de octobre jusqu'à mars. Donc, c'est normal qu'il y ait des débats, c'est normal que les gens ne comprennent pas certaines choses, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord avec des actes que le président aurait posés dans la période et qu'ils manifestent leur mécontentement au cours des débats. Et je pense que c'est logique, c'est normal. On ne va pas appeler ça tension, on va appeler ça débat entre représentants du peuple. Donc ils ont certainement contesté des actions du président, ils ont peut-être entre parenthèses, refuser certaines choses dans le rapport. Et donc, finalement, la majorité a pris le dessus. C'est normal qu'il y ait un débat. C'est normal que les gens contestent un rapport parce que, ils ne sont pas informés point par point du déroulement des activités, mais plutôt du rapport. Je comprends la réaction des députés. D'accord. Koshimo Rumbadji, quelle lecture faites-vous de cette adoption du rapport d'activité de Louis Vlavono? Alors, moi, je note que ça devient quand même une habitude depuis l'installation de la nouvelle législature. Je crois que ça fait le 3e rapport adopté sous tension. Moi, je vais le dire clairement comme ça parce que quand vous suivez les débats, ça a été quand même très chaud. Donc, je note que ça devient une habitude depuis que l'opposition a fait son retour. On a l'impression que le rejet du rapport du président devient systématique du côté de l'opposition. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce n'est pas pertinent? On va certainement voir ça de plus près. Mais moi, je note que une fois encore, l'adoption du rapport du président a été faite sous tension. Alors, cette tension est ressentie lorsque les députés de l'opposition ont estimé que le président de l'Assemblée aurait rénové sa maison avec une somme de 30 000 francs qui appartenait au pays. Le président de l'Assemblée s'est justifié. Justement, et je crois que ça fait partie des points qui ont constitué donc la pomme de discorde. Et le président s'est justifié. D'abord, il a tenté de faire croire que les députés démocrates, c'est-à-dire les opposants, réagissent ainsi parce que ils sont encore à l'étape acclimatation. Voilà, à l'étape d'acclimatation. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau, il les a tournés en dérision dans un premier moment? Je pense que c'est trop dit parce que ce sont quand même des députés. Ils ont quand même fait déjà plusieurs mois et je pense qu'ils ne peuvent pas s'aventurer sur un terrain comme ça sans prendre quand même le temps de se documenter. Donc, dans sa justification, le président de l'Assemblée a expliqué justement qu'en tant que président de l'Assemblée nationale et qu'il a droit à un domicile de fonction. Et malheureusement, depuis toujours, ce domicile n'a jamais existé. Donc, à défaut de ce domicile, le domicile privé du président de l'Assemblée est transformé temporairement en domicile de fonction. Donc, les travaux qui ont été effectués, le président de l'Assemblée trouve normal que ces travaux de réfection, qu'on ait pu faire ces travaux avec les sous, avec le budget donc, de l'Assemblée. Pour le président de l'Assemblée nationale, du moment où la procédure est respectée, il ne doit pas y avoir normalement de problème. Mais pour les députés démocrates, il y a quand même problème qu'on puisse débourser autant de sous pour aller faire des travaux dans le domicile privé du président de l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, Monsieur Sodinou, je viens vers vous. Est-ce que ce seul point suffisait à faire autant de débats et jusqu'à amener le président de l'Assemblée nationale à se justifier? Alors, amener le président de l'Assemblée à se justifier par rapport à une activité me paraît tout à fait normal. Il n'y a rien à reprocher à ce droit que les députés du parti Les Démocrates ont exercé. C'est dans leur prérogative.
Mais avant d'avancer sur ce sujet, je voudrais quand même noter une nuance. Lorsqu'on a tendance à faire croire qu'au cours de la législature, de la 8e législature, qu'il n'y avait pas eu de débat, qu'il n'y avait pas eu de truc, non, c'est faux. Il y avait eu évidemment des débats, c'est qu'il y avait eu moins de spectacles. Les gens se penchaient réellement et discutaient âprement. Quand vous dites ça, les Béninois ne sont pas sortis du pays, ils sont restés, ils ont vu la législature, la 8e à l'œuvre. Donc vous n'allez pas essayer de leur faire avaler qu'il y avait eu des débats à la trempe des débats qu'il y a eu aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Vous savez, mon ami d'à côté, Monsieur Humbadji, a rappelé que ça devient systématique, le rejet du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Au moment où nous savons tous que lorsque le président de l'Assemblée, de cette institution, présente le rapport, ce n'est pas des activités menées seulement par le président seul ou par les députés de la mouvance seule. C'est des activités menées par l'ensemble du Parlement. Et comment alors les députés du parti Les Démocrates, qui aussi ont participé à des activités, qui ont aussi ont eu à faire d'activités, rejettent de façon systématique et de façon répétée. C'est la 3e fois maintenant qu'on présente. Vous voyez ça? Et lorsqu'il dit que ces députés quand même sont à l'Assemblée, ça fait quand même un bout de temps, donc les députés ne pouvaient pas avancer, en fait demander d'explications, demander de comptes à leur président sans se documenter. Je voudrais nous rafraîchir la mémoire que c'est toujours avec ces députés du Parti Les Démocrates qui siègent dans cette Assemblée-là qu'on a évoqué la question de l'introduction de l'homosexualité dans notre système éducatif. Un sujet qui n'est jamais passé par là. Vous voyez? Donc, et puis je voudrais rappeler qu'on n'est pas là pour faire le procès des députés de l'opposition, les démocrates. Ils ont réagi. Le spectacle que je dénonce, parce que je pense que dans la vie... Vous pensez que jusque-là c'est toujours un spectacle? Le fait qu'ils aient retoqué, qu'ils aient critiqué le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, c'est un spectacle pour vous? Pour moi, c'est un spectacle désolant. En ce sens que il y a une procédure en la matière. La procédure a été respectée. Vous avez posé la question, et j'ai dit à l'entame que l'exercice de ce droit, de ces prérogatives des députés, on ne peut pas condamner l'exercice. C'est tout à fait normal. D'accord. Monsieur Sodinou, oui. je reviendrai vers vous tout à l'heure. Le temps pour moi de m'adresser à Prosper Vodienko. Les députés de l'opposition estiment que 30 millions, voilà, c'est bel et bien 30 millions, contrairement à 30 000 que j'avais cité tout à l'heure, dépenser 30 millions pour rénover la maison privée de Louis-Yves Lavonou ne passe pas. Monsieur Sodinou estime que c'est un spectacle que de relever, de faire une telle observation de la part des démocrates, les députés du parti Les Démocrates. Non, je n'ai pas le même avis que Augustin Sodinou. J'ai un avis contraire. C'est l'argent du contribuable et qu'on utilise pour rénover un domicile privé jusqu'à ce qu'on ne puisse exposer les tests qui disent que c'est possible. Moi, je pense que les députés de l'opposition ont raison de ne pas accepter ça facilement, de réagir à ce sujet. Si on nous dit que voilà, ce sont des indemnités, des primes de logement qui revenaient au président, qu'on a utilisé pour faire ça et qu'on expliquait par A plus B que ce sont les tests qui en parlent, je pense que le débat ne se poserait pas. Mais s'il n'y a pas d'explication fondée, s'il n'y a rien qui justifie le fait et que c'est parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qu'il est permis qu'il mette la main dans la caisse du Parlement pour faire ce qu'il veut, je pense que ça pose un problème. On a beau être président, mais les tests doivent rester les tests. Que disent les tests à ce sujet? Est-ce que le président peut faire ce qu'il veut avec l'argent du Parlement et après il va venir justifier? Je pense que non. Ce qui gêne un peu, c'est la procédure dont on parle. Le rapport d'activité, c'est ce que les députés ont vu ensemble, les activités qui se sont déroulées, tout le monde a vu, tout le monde a participé, ou du moins tout le monde sait qu'il s'est passé telle chose. C'est la norme qui voudrait qu'on fasse un rapport
pour la postérité, pour les archives et tout. Je suis désolé que les choses soient passées ainsi, que c'est au cours du rapport qu'on découvre qu'il y a autant il y a une ligne de 30 millions. Voilà, de plus, il y a autant d'argent qui soit débloqué pour rénover la maison du président. Est-ce que les tests l'autorisent? La question est grandement posée, mais je pense qu'on aurait dû être informés à temps. Les députés de l'opposition, entre parenthèses, auraient dû être informés depuis la procédure jusqu'à ce que le rapport ne soit présenté. Parce que le rapport, c'est le résumé de toutes les activités. D'accord. Et ça ne devrait pas être sujet à polémique, refus, accepté, non voté et tout. Parce que tout le monde sait telle activité s'est déroulée. On a fait ci, on a fait ça. On vous aura compris. Oui, on vous aura compris. Koshimo Rumbaji, on reste à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut espérer que les prochains rapports d'activité du président Louis Vlavonou passe avec la bénédiction des députés de l'opposition? Je pense que ça va être difficile de renverser la tendance parce que, comme je l'ai dit à l'entame, on observe une position systématique de rejeter le rapport d'activité du président de l'Assemblée. Et je pense que ce n'est pas assez pertinent parce qu'à un moment donné, les gens ne vont pas prendre les députés démocrates au sérieux parce que vous ne pouvez pas participer. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas d'abord un document personnel. C'est vrai que ça porte son nom et tout, mais c'est d'abord un document qui résume l'ensemble des... C'est un peu comme ce qui se passe... C'est tout ce qui se passe à l'école. On fait un travail de groupe. À l'interne, lors des travaux, il y a des camarades qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Après, ce que la majorité décide passe, on a un rapporteur qui présente, dit voilà, on a fait des travaux, voilà le résumé. Je suis d'accord que si, lors de la présentation, si on découvre des choses dont on n'avait pas discuté ensemble, ça peut poser problème. Vous estimez que ces choses dont on n'aurait pas discuté ensemble se sont glissées entre-temps dans le rapport à l'insu des autres? Justement, si le président n'a pas jugé opportun d'informer ses collègues députés, peut-être que la procédure ou les tests ne lui fait pas cette obligation, mais je pense qu'il va falloir quand même que les députés démocrates renversent un peu la tendance parce que rejeter systématiquement le rapport, franchement, à un moment donné, on va pas les prendre au sérieux. D'accord. On va quitter l'Assemblée nationale pour un autre sujet. Monsieur Sodinou, je sais que vous piaffez d'impatience de placer un mot. Ça va être juste en 2 secondes. En 2 secondes. Vous savez, avant d'exécuter des tâches au cours d'un exercice budgétaire, c'est qu'il y a des prévisions, c'est qu'il y a un budget. Ouais. Donc, et la caisse de l'Assemblée nationale n'est pas dans la maison ou dans la poche du président de l'Assemblée nationale. Ça, on le sait, mais c'est sa maison qui a été rénovée entre-temps. Donc, la procédure, ça veut dire que c'est déjà pris en compte dans la prévision. Et les députés qui sont en train de faire du spectacle aujourd'hui sont là. Qui sont en train de faire du débat. J'appelle ça spectacle. D'accord? Parce que c'est des tâches qui sont prévues. Et vous ne pouvez pas me dire que la questure, avant de débloquer des sous, ne puisse pas s'appuyer sur les tests pour le faire. D'accord. Nous sommes quand même au Bénin et nous sommes en 2024. Et sous le règne du président Patrice Talon, personne ne se hasarde à faire n'importe quoi quand il veut. On vous aura compris, de toutes les façons, c'est un rapport d'activité. On verra si dans les prochains jours, dans les prochains mois, on ne va pas fouiller davantage de ce côté-là pour voir réellement ce qui se passe. Mais ce qui se passe là, et dont on est certain aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est que 2026 approche à grands pas. Les élections présidentielles sont en ligne de mire, sauf que il y a un flou total dans ce qu'on pourrait appeler le dauphinat de Patrice Talon. Alors, Koshimo Rumbaji, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce flou-là? Oui, ce qui peut déjà expliquer ce flou, c'est la discipline que le patron de la mouvance essaie d'imprimer. Je crois que dans sa dernière sortie médiatique, il a dit le débat sur le dauphinat, ce n'est pas le moment. Son mandat est encore en cours. Il y a des travaux qui sont en cours et autour de lui, on doit rester concentré sur le mandat qui est en cours. Ce n'est pas le moment de faire le débat sur le dauphinat. Donc, j'observe que autour du président, tout le monde reste donc collé à cette directive. Et ceux qui ont voulu faire autrement, on a vu comment ça s'est passé. Le ministre Omeki, on a vu comment il a quitté le gouvernement. Récemment, il y a un collaborateur très proche du président
qui est parti aussi. La dernière fois, le président de l'UP, lorsqu'il a été question, on lui a attribué des propos dans le sens d'une ambition pour la présidence. Il est sorti. Depuis un moment, on l'a pas vu sortir, mais lorsqu'il a été question de ça, rapidement, il est sorti, il a démenti. On a vu des communiqués passer sur des radios, des télévisions, où des cadres ou des directeurs généraux en place ont dit, mais nous, on a été à une réunion, mais il n'a jamais été question de voilà, donc, un renfort médiatique, ils ont démenti. Quand vous voyez ça, c'est que vous comprenez qu'il y a une directive qui a été indiquée au sein de la mouvance et on doit pouvoir rester collé à ça. On a vu des régimes passer à 2 ans de la présidentielle et tout est calme autour du président, c'est pas évident. Donc je pense que c'est le président de la République qui essaie donc de maintenir entre griffes ces éléments, dit ce n'est pas le moment pour faire le débat sur le Dauphinat viendra, mais actuellement on reste concentré sur les travaux. Oui, mais Prosper Vandienko, quand on garde ce grand mystère autour du dauphin de Patrice Talon dans son propre camp, est-ce que quelque part l'horizon ne semble pas de plus en plus lointain pour ceux qui nourrissent des ambitions présidentielles en 2026? Bien évidemment, ça commence pas, la patience, ça commence pas à prendre du temps. Mais il y a une chose que je retiens dans les propos de mon ami Kochmo. Il dit, Patrice Talon a dit que ce n'est pas le moment d'ouvrir le débat sur le Dauphinat, mais ce n'est pas Patrice Talon qui décide de l'ouverture du débat autour de sa succession. C'est pas lui, parce qu'il est patron de la mouvance. Il peut encadrer la mouvance, il peut donner les ordres qu'il veut dans la mouvance, mais il n'a pas à dire aux Béninois à quand l'ouverture du débat autour de la succession. La directive, c'est justement au sein de la mouvance. Pour ce qui concerne le Dauphinat, c'est normal qu'il y ait autant de silence, parce que depuis 91, quand vous regardez un peu les résultats de nos élections, après l'élection du président Nicéphore Dieudonné Soglo, au lendemain de la nouvelle constitution et tout, en 1996, quand Kérékou revenait, personne ne pouvait imaginer le fait. Nicéphore Dieudonné Soglo avait la possibilité de revenir. Et puis voilà. En 2006, le Yahi Boni n'était pas connu à 2 ans des élections. Je ne sais pas s'il était connu même à 1 an et demi. Non, mais les observateurs scrupuleux voyaient déjà venir Yahi Boni. Oui, mais pas, vous avez dit les observateurs, oui, pas monsieur tout le monde. Oui. Le débat n'était pas sur la table. On ne savait pas comment. On se demandait qui va succéder à Boni Yahi en 2000. Plutôt. Voilà, à Mathieu Kérékou en 2006, on se posait la question et Yahi Boni était venu à moins d'1 an, je crois, et il s'était passé. En 2016, quand Boni Yahi finissait ses 10 ans, nous savons que Boni Yahi devrait partir. Comme on savait que Kérékou devait partir en 2006. Mais là, on sait que Patrice Talon va partir. Voilà. Sauf que le débat de qui va remplacer Patrice Talon se pose. On ne veut pas faire le débat. En 2006, on savait que Kérékou allait partir, mais on ne savait pas qui allait remplacer Kérékou jusqu'à 1 an. Ou un peu plus. En 2016, on savait que Boni Yahi partait et on se demandait qui va succéder à Boni Yahi. Le débat de Dauphinat à la fin d'un régime, à la fin, quand un président vraiment devrait partir, reste toujours ce secret-là qui ne dure pas 2 ans. Moi, je pense que ce n'est pas encore tard, c'est vrai. Les Béninois veulent savoir qui va venir pour soit continuer sur la lancée du président Patrice Talon ou ramener peut-être le Bénin sur une nouvelle, une nouvelle dynamique d'une manière ou d'une autre. Donc on est impatient de savoir c'est qui le remplaçant de Patrice Talon. Mais je pense que si on se rappelle bien de 2006 et de 2016, on n'est pas encore en retard. D'accord. On a encore du temps pour penser le Dauphinat. Mais la politique reste ce que nous ne savons pas. Ce qui se passe dans les coulisses, c'est pas forcément ce que tout le monde doit savoir. Ça, le mois venu, on va nous exposer les faits et parfois même on est obligé de respecter la tendance qui sera Augustin Sodinou, dans la mouvance présidentielle, le grand mystère autour du dauphin de Patrice Talon continue son chemin. Mystère? Oui. Non, je ne pense pas. Ah, dites-nous alors, qui va remplacer Patrice Talon dans le camp présidentiel? Nous n'avons pas oublié 2016, lorsque le président sortant avait tenu la main d'un candidat, ce qui s'est passé. C'est pour ne pas courir le même risque que le débat ne se fait pas autour de Patrice Talon? Personne ne voudra courir ce risque. Et cela ne veut pas dire
que les pratiques du pouvoir avant 2016 seront les pratiques du pouvoir après 2016. Patrice Talon a sa personnalité, a sa façon de conduire la mouvance présidentielle, et on voit que la discipline règne beaucoup plus dans ce camp, comme l'ami Koshimo l'a dit. Et je note sincèrement que la fumée blanche que nous attendons sortira. Mais moi, je pressens que cette fumée blanche aura la couleur jaune. Ça veut dire quoi? Le candidat de la mouvance sortira du parti l'Union progressiste, le Renouveau. Et là, vous vous positionnez comme un membre de je pressens. J'ai dit je pressens. Le Renouveau. Pardon? Par ces propos, vous vous positionnez comme un membre du parti de l'Union progressiste, le Renouveau. Non, mais j'observe. D'accord. J'observe autour de moi et je me rends compte que les gens sont bien obligés de jeter des pierres à des arbres qui portent des fruits. Des gens inventent des histoires. Et d'habitude, quand ça commence comme ça, c'est qu'on est en train de doiter à peu près ce qui va se passer. Donc je dis, moi, je pressens que cette fumée blanche qui va sortir aura quand même tendance à être du côté du parti. Est-ce que Koshimo Mbadji, vous avez l'impression qu'il y a comme le fait de tirer le drap de son côté par les propos de M. Sodino? Oui, je pense que il pressent, mais bon, on voit un peu la ligne qui est tracée. Ce qui est sûr, moi, je pense que au sein de l'Union progressiste, le Renouveau, il y a des gens qui peuvent avoir des ambitions. On a des présidentielles. Beaucoup. Au niveau du BR, on en a aussi. Au niveau de Mouel Bénin, au niveau des autres formations de la mouvance, il y a des gens qui ont des ambitions, qui veulent être présidents. Pourquoi pas, si ils remplissent les conditions. Maintenant, on sait tous qu'au niveau de la mouvance, le débat va se concentrer au niveau de l'UPR et au niveau du BR. Et j'espère, ça c'est personnel, j'espère qu'on ne va pas assister au scénario de 2021 où les deux partis ont fini par se rassembler autour d'un candidat. Je pense que pour l'esprit des réformes que le gouvernement actuel ou le régime actuel défend depuis son installation, on veut quand même que le BR, deuxième, pas les chiffres, deuxième grand bloc politique du pays, ait son candidat, que l'UPR également puisse avoir son candidat, que chaque parti politique qui se réclame grand, qui se réclame, comment on appelle, enfin, qui tente à dire qu'il ait une assise nationale, puisse avoir un candidat. Donc, je pense qu'on va encore attendre, même si, comme Prosper l'a dit, au sein de la mouvance, je suis sûr qu'il y a des débats qui se mènent. C'est juste que pour le moment, il y a des informations. Des informations qu'on ne peut pas nous donner, mais bon, on attend. Il y a des informations qu'on n'a pas, mais il y a une information qu'on a eue, et elle nous vient de Nati Tengu, où des policiers ont été déposés en prison. Prosper Vondienko, le tribunal de Nati Tengu a livré son verdict dans l'affaire de policiers ayant cassé des côtes à un citoyen, avec la vidéo virale qui a suivi après. Vos impressions? Bon, j'ai l'impression que il s'est passé certainement quelque chose. La justice a peut-être fait son travail, parce que la répression au code de la route ne doit pas aller à l'intégrité physique d'un citoyen d'une manière ou d'une autre, sauf cas de force majeure. Et donc la justice a fait son travail en respectant les textes de la République. Mais là, il faut se poser plusieurs questions quand on sait que les corps habillés font de l'exécution avant réclamation. Est-ce que ce ne sont pas ces ordres qui leur ont été donnés quand ils seront dans l'exercice de leur mission? Je ne pense pas qu'un corps habillé puisse faire ce que lui veut, ce qui lui arrive par la tête. Les policiers en mission sur les routes ont des consignes, ont des recommandations, il y a comment on dit, des ordres qui sont donnés. Il y a des directives. Des directives qui sont données. Mais est-ce que vraiment ces policiers sont allés de leur propre gré? Est-ce qu'ils ont fait vraiment ce qui leur arrive par la tête, ce qui leur était arrivé vraiment par la tête? Ou bien ils ont respecté des ordres?
moi je me dis, est-ce que ce ne sont pas des boucs émissaires parce que finalement la situation aurait tourné mal? Est-ce que ce ne sont pas des victimes d'une opération, entre parenthèses, dont tous les contours n'ont pas été définis avant. La justice a rendu son verdict. On va donc finir avec voilà, je suis d'accord. La justice a fait son travail. Les policiers ont fauté et vont payer le prix de leur exaction, de leur faute, ce qui est normal. Mais est-ce que vraiment ces policiers ont agi de leur gré? Est-ce que ce ne sont pas des ordres du roi? Si c'était possible de tracer ce processus, je pense que c'est tout un ensemble qu'on devait questionner, on devait interroger tout un ensemble pour savoir réellement ce qui s'était passé. On vous aura compris. Monsieur Sodinou, le tribunal a livré son verdict. Désormais, quand il y a problème, il faut que les citoyens se plaignent, qu'il n'y ait pas de représailles envers les policiers, laisser les policiers faire leur travail. Alors, mais voilà, les policiers sont déposés en prison. Je crois que tout le peuple béninois était attentiste au verdict de cette affaire. Et nous notons dans le verdict 3 grandes décisions. Il y a il y a 3 policiers qui ont écopé de 6 mois de prison ferme. Il y a celui qui était en infraction a eu 6 mois de prison avec sursis. Et il y a le relace, l'auteur de l'auteur de la vidéo. Alors, je me suis posé des questions sur les 6 mois d'emprisonnement, les 6 mois avec sursis, en me disant que, voilà, ça interpelle chaque Béninois qui n'ont pas à se faire justice eux-mêmes. Lorsqu'il y a une situation avec les forces publiques, il vaut mieux s'éclipser et maintenant utiliser les voies de recours. Car nous avons tous vu que les policiers étaient en train de vraiment agir avec violence sur lui. Mais finalement, lorsque les professionnels du droit qui ont eu le fond de cette affaire, il n'est pas sorti idem. Malgré qu'il soit à la première vue victime, il n'est pas sorti idem. Donc ça vraiment, ça va être une occasion pour que on ne puisse pas encourager que les gens se mettent aussi à vouloir tirer avec la police, même si on pense qu'on a raison. Mais dans le même temps, comme des voix se sont levées pour le dire, il faut que les policiers aussi mettent un peu d'eau dans leur vin à la fin. Ce que nous apprenons, ça sort de l'entendement. C'est ça. On apprend même que la police va chercher même des motos garées pour dire qu'il n'y a pas de casque sur la moto. Ce que nous apprenons, ça sort de l'entendement. S'il y a des éléments infiltrés au niveau de ce corps pour créer des problèmes, vraiment qu'il... Vous pensez que c'est possible à l'état actuel des choses? Mais ce que nous apprenons... Vous pensez que c'est possible? Mais dites-moi, est-ce que c'est possible qu'une moto garée, qu'un policier aille chercher la moto sous prétexte qu'il n'y a pas de casque sur la moto? Ça sort de l'entendement. Ça pose un problème. Ça pose un grand problème. Est-ce que ce ne sont pas des ordres? Le temps monsieur le journaliste, attention, ça ne peut jamais être des ordres. Un ordre, ça ne peut jamais être des instructions. La hiérarchie policière dit, et il y a un numéro 20, bien sûr, il va falloir les Koshimo Humbadi, le verdict du tribunal de Nati Tengou vous inspire quelle réflexion? Oui, la réflexion, c'est déjà lorsque vous êtes usager, citoyen, motocycliste, c'est que la police vous interpelle. Moi, je l'ai toujours dit, lorsque la police vous interpelle, parce qu'il ne faut pas se mentir, la police est en position de force. Tout à fait. Donc, lorsque la police vous interpelle, il faut obtempérer. Et puis, si après, aujourd'hui, on a des moyens de recours, il y a des numéros verts. Moi, il est déjà arrivé avec des amis dans des situations où, bon, on a estimé que il y a situation d'injustice. Les gens se sont plaints. Donc, obtempérer et laisser la police faire son travail. Si demain vous estimez que vous avez été victime, on se plaint. Et après, je pense que le verdict aussi, en même temps, c'est pour dire aux policiers, c'est vrai, vous êtes en position de force, mais tout n'est pas permis. Et je pense que ça ne peut pas être des autres. Je ne vois pas le DGPR ou le ministre de la Sécurité demander à un policier de
faits de violence. Et les policiers, ils sont formés, ils savent lorsqu'il y a, lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, lorsque un citoyen ne veut pas obtempérer, il y a quand même plusieurs moyens pour essayer de ramener à l'ordre. Et puis ils ont dans leur formation des cours qui leur permettent de garder le self-control jusqu'à un moment donné. Voilà, donc je pense que c'est comme dans tous les corps de métier, il y a toujours des gens qui, à un moment donné, sont un peu dans la dérive. Et je crois que la hiérarchie prend quand même la mesure de la situation. On a vu des sanctions qui sont tombées. On espère que ça va pas continuer. Allez, ça va être le dernier sujet en page Nation. Nous allons à présent aller sur Interactu. Eh oui, retour plateau, mesdames et messieurs, pour parler donc de cette information à l'international où le groupe Nestlé est au cœur d'un scandale avec des produits laitiers contenant un pourcentage élevé de sucre, contrairement à ce qui est admis, et surtout, ces produits sont exportés vers l'Afrique. Koshimo Mbadi, vous avez été informé du scandale. Oui, c'est assez problématique et je pense que ça doit être le moment pour les Africains donc de réfléchir autrement. Je pense que moi, ça a été toujours ma position. Déjà, heureusement, je ne suis pas un amoureux de ces genres de produits. Donc, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit tant mieux. Et je pense qu'il faut réfléchir autrement parce que dans tous les cas, les autres, ils ont la méthode pour mettre sur le marché leurs produits. Si ici, on estime que ce sont des produits qui, à la longue, peuvent nous causer du tort, je pense qu'on peut trouver des solutions. Au Sénégal, par exemple, il y a eu des analyses qui ont révélé que des laits destinés aux enfants, aux bébés, par exemple, contenaient 6 fois plus qu'il n'en faut du sucre. Et c'est destiné aux pays africains et n'est pas vendu en Europe. Voilà, et c'est assez dangereux. C'est assez dangereux. Et je pense que de plus en plus, on doit comprendre qu'aujourd'hui, on a des produits locaux qui peuvent remplacer valablement ces genres de produits. Tout à fait. Surtout par rapport aux bébés, le lait, il y a des farines. Aujourd'hui, sur le plan local que les gens fabriquent, on peut essayer d'aller sur ce terrain-là. Et je pense qu'il faut aller loin parce que ce soit en Afrique que ce qui pose problème se retrouve, je pense qu'il y a un vrai problème et il faut aller loin pour qu'à un moment donné, ces grosses usines cessent quand même de nous prendre pour des cobayes. Voilà. L'industrie alimentaire, le groupe Nestlé est au banc des accusés. Bon, c'est vrai que c'est peut-être une affaire sur 10 que nous venons peut-être d'apprendre parce que nous ne sommes pas sans savoir que les produits sont conçus spécialement pour l'Afrique. Et c'est d'ailleurs ces affaires qui nous font saluer les initiatives d'industrialisation de nos pays africains, comme par exemple la GDIZ à Glodjibé, où on peut fabriquer nos propres produits que nous allons consommer. C'est vrai que nous ne sommes pas à l'interne on ne sait pas ce qui se passe d'ailleurs, mais je pense que ça va être moins que ce qui va arriver de l'Europe parce que nous consommons parfois les aliments ou des choses dont nous ne connaissons aucunement l'origine. Ouais. Nous n'avons pas ces laboratoires pour que quand ces produits arrivent, on puisse les analyser et savoir. Vous connaissez la procédure, vous connaissez la ligne des produits, des consommables que nous avons. Quand ça sort du port, ça se retrouve dans les magasins et ça se retrouve dans les boutiques. Oui, mais entre-temps, il y a quand même des contrôles effectués par les structures. Je veux croire que ça va continuer et ça va même s'intensifier, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui. Vous prenez l'exemple des laits destinés aux enfants. Est-ce que nos laboratoires sont suffisamment équipés et sont en grand nombre pour contrôler tout ce qui arrive sur le continent? Encore que ce n'est pas uniquement pour les enfants, il y a des adultes qui aiment bien ces produits. Et je veux dire à Koshimo que ce n'est pas parce qu'on n'en consomme pas qu'on est à l'abri. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons des maladies qui attaquent nos proches, on ne connaît pas les origines, ce qui n'était pas le cas par le passé, et on se plaint, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ouais. Donc on prenne ça comme punition de Dieu. Mais je veux croire que nous n'avons pas suffisamment de laboratoires pour vérifier tout ce qui nous arrive. Et donc,
nous allons recommander à nos États, les États africains, de penser à industrialiser nos pays pour que de plus en plus désormais ce nous qui produisons chez nous, voilà, ça ferait moins de dégâts. Monsieur Augustin Sodinou, ces produits importés parfois dans l'imaginaire de l'Africain ou bien de certains Africains, c'est quand ils consomment ça qu'ils estiment qu'ils sont civilisés, ils sont parvenus, ils sont riches. Et pourtant, il y a du poison en griffe parfois dans ces produits. Vous savez, c'est triste. C'est inquiétant et ça fait appel à la notion du respect de soi-même. Pourquoi considérer que les Africains ou bien que l'Afrique c'est une poubelle? Et quand on ne respecte pas les normes, on peut déverser sur le marché africain. On peut appeler la notion du respect de soi-même en boycottant. Mais malheureusement, comme vous venez de le dire, il y en a de ces concitoyens qui pensent que, ce n'est que quand ils consomment ces produits, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. C'est de l'aisance quand on se retrouve dans les supermarchés. C'est de l'ignorance qui ignore son nom. Mais aussi, nous savons très bien que nos frontières, la porosité, ça veut dire des produits entrent sur le territoire sans qu'on ne puisse contrôler. Et lorsque l'État veut jouer son rôle régalien, c'est nous-mêmes encore les Béninois qui allons commencer par crier pour dire comment on est libre de sortir nos produits, on est libre de faire entrer. Non, on n'est pas aussi libre que ça. Car on a besoin de contrôler pour se rassurer que ce que nous consommons ou ce que nous sortons ou ce que nous faisons rentrer, ça participe au bien-être de tout un chacun de nous. Faisons en sorte d'être en bonne santé, car un peuple qui se porte bien pourra donc travailler au développement de sa nation. Mesdames, Messieurs, on va quitter les scandales des industries alimentaires pour faire un tour sur la toile. Et nous l'avons dit pour cette petite saison que nous prenons en charge. Nous allons beaucoup plus faire un clin d'œil aux dessinateurs de presse. Voici les potins de la toile. Les potins de la toile, aujourd'hui nous restons également avec le déchaîné du jeudi. C'est un journal qui paraît au Bénin ici à Cotonou et dont les dessinateurs sont de très excellents dessinateurs de presse. Nous allons regarder ensemble, chers amis, si vous le voulez bien, la première image qui nous vient du déchaîné de jeudi. C'est l'histoire de deux ouvriers qui échangent entre eux et donc voilà l'image. Le premier ouvrier qui dit à l'autre: quoi, la vendeuse d'ananas, tu lui dois de l'argent? Elle t'a pas vu, tu peux maintenant sortir du caniveau. Alors, c'est deux ouvriers qui creusaient. L'un s'est caché dans le caniveau et le second ouvrier de répondre: idiot qui te parle d'argent, c'est ma nouvelle go. Je lui ai dit que je suis le majordome du président de la République. Et pendant ce temps, c'est la vendeuse d'ananas qu'on aperçoit qui est en train donc de vanter son produit. Ananas, oui. Alors, Prosper va dire quoi? Ça fait sortir malheureusement une réalité, des réalités de chez nous, parce que de plus en plus, si vous voulez gagner le cœur d'une petite jolie fille du collège, il faut inventer quelque chose qui n'a jamais existé, parce que vous avez réussi à vous habiller bien aujourd'hui. D'une certaine façon. Il faut se dire, il faut se trouver une fonction qui vous élève au rang d'une personnalité de la République. Qui donne une image prestigieuse. Juste pour gagner le cœur d'une petite collégienne. Je pense que c'est palpable ce qu'ils ont dit et ça illustre exactement ce qui se passe aujourd'hui avec nos petits collégiens qui... Mais quand vous parlez des collégiens, est-ce que ça ne se retrouve pas peut-être avec les adultes aussi? C'est partout. Même avec les adultes, ça se passe quand on veut. Parce que vous savez aujourd'hui à quel point avoir une petite à côté, outre que sa femme, c'est entre parenthèses un signe d'aisance. On se plaît à dire, voilà. Non, c'est pas encouragé, mais on se plaît à dire. Voilà un ouvrier de BTP, creuseur de caniveau, qui se prend pour
le majordome du président de la République. Je pense que ça pose un problème de complexe en même temps, parce que lui, il invente une histoire juste pour avoir la femme peut-être sur un coup de durée. Et puis voilà, finalement, ça devient une histoire sérieuse et revenir en arrière pour dire en réalité voilà ce que je suis, ça devient compliqué. Donc je pense que c'est une scène qui relève un problème de complexe, et je pense que de plus en plus on doit pouvoir être véridique. Ça interpelle beaucoup. Monsieur Sodino, ça interpelle beaucoup plus les filles, nos filles. Non, vous avez déjà eu la parole. Monsieur Sodino, cette caricature vous inspire quoi? Mais de par nos expériences, il est impossible de gagner le cœur d'une femme sans pouvoir lui glisser des informations qui sont quand même un peu au-dessus du réel. Il ne faut pas exagérer non plus. Si vous n'avez pas le génie de lui apporter une information un peu plus au-delà du réel, vous n'allez pas gagner son cœur. Allez, donc c'était dans le cas de mais j'ai été content d'entendre le ananas, c'est pour dire que l'ananas du Bénin est de très bonne qualité quand vous dégustez. Mais ça ne vous autorise pas à dire que vous êtes le majordome du président, alors qu'en réalité... Il faut le dire pour que ça marche. Non, il ne faut pas mentir sur le code du président de la République. Il connaît son personnel. Alors, on va rester avec le déjeuner du jeudi pour la deuxième caricature. Sur cette caricature, nous allons découvrir donc une autre histoire avec la réalisation, s'il vous plaît. Voilà. Alors... ça, on voit la une du déjeuner du jeudi, le déjeuner du jeudi qui dit « bonne à trop faire ». Il faut faire vraiment attention à l'orthographe. Alors, la bonne, on voit deux personnages sur ce dessin de presse, une plus petite, l'autre un peu plus grande. La première qui dit « Madame, c'est vrai que je suis ta servante, mais toi-même, occupe-toi des caleçons de ton mari ». Et la dame qui dit « tu es payé pour ça aussi, sinon tu dégages ». Et à la domestique le deuxième personnage de répliquer « Dans ce cas, je vais m'occuper aussi de son bas-ventre, du bas-ventre de ton mari, pour que le service soit au complet. » Kochibo, oui, je pense que... s'il faut faire une chose, autant le faire jusqu'au bout. Oui, je pense que le sujet fait polémique actuellement et il faut faire attention. Il revient donc aux femmes de prendre leurs responsabilités. C'est vrai, lorsque vous êtes peut-être fonctionnaire, lorsque vous avez des activités qui vous empêchent de prendre sérieusement soin du foyer, de certaines tâches et tout, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à côté pour aider, mais il faut mettre les limites. Il n'est pas question de confier les dessous de son mari à la domestique. À une domestique. Non, de toute façon, au niveau de la caricature de presse, nous voyons les bandeaux. Le premier personnage, c'est bel et bien la présidente. Le déjeuner du jeudi l'a nommé ici, présidente des servantes. Et de l'autre côté, présidente des patronnes de maison. Non, c'est un appel aux femmes de foyer. Quand vous êtes femme mariée, quand vous êtes au foyer, vous devez accepter. Donc, c'est déjà depuis les mamans. Il faut dire à sa fille, être sous le toit d'un homme, ce n'est pas la même chose qu'être une jeune femme. Donc, je pense que c'est davantage la conscience des femmes qui est interpellée. Si vous êtes marié, occupez-vous de votre mari, quitte à ne pas pleurer demain que la domestique est venue vous chipper votre mari. D'accord. Les femmes sont interpellées. Allez, monsieur Sodino, dernière ligne droite de cette émission, la patronne des madames et la patronne des servantes, en coup de poing bien serré, là. La patronne qui invite sa servante à laver les dessous de son mari est en train de passer service. J'invite les hommes, dans ce cas, à s'occuper de leurs dessous, tout au moins. Pour éviter tout problème. Et je profite de ce plateau pour inviter le peuple béninois à la sérénité. Les temps sont durs économiquement partout, mais l'espoir est permis. La vie est chère, mais quel est le rapport de votre appel avec Madame Servante et Madame Patronne? Mon appel par rapport à tout ça, c'est que se rentre dedans, là. C'est que quand c'est dur, parfois, ce qu'on peut régler à la maison, on n'a plus la tête pour régler. Mais lorsqu'on sait que l'espoir est permis, on peut régler ça à la maison. Allez, ce que nous on va régler tout de suite, c'est de mettre fin à ce numéro de Club Mediaset. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à la préparer et à la présenter. Merci à vous, Prosper Vondienko. Je rappelle que vous êtes journaliste.
C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. Merci pour votre disponibilité. Koshimo Rungbadi, vous êtes également journaliste. Merci d'avoir animé cette émission avec nous. C'est moi. Alors, monsieur Augustin Sodinou, merci à vous. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes plutôt analyste politique. Merci d'être présent. C'est moi. Allez, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie des programmes de la télévision nationale.